Donc aujourd'hui, on va vous parler de la cyberattaque dont le centre hospitalier de Versailles a été victime donc il y a bientôt 1 an. Et on va vous présenter l'impact que cet événement a eu dans notre quotidien professionnel. Donc on commencera par vous présenter l'organisation au sein de notre bloc opératoire et ensuite je vous présenterai les conséquences d'un point de vue chronologique. Quelques mots sur les leçons qu'on a tirées de cette cyberattaque et ensuite je conclurai cette présentation. Donc on est un bloc opératoire qui fonctionnait à 10 salles avant la cyberattaque, une SSPI qui compte 19 postes et une maternité de niveau 2B qui réalise approximativement 3200 accouchements par an et pour ça on dispose de 7 salles de naissance. Les liens avec l'informatique au niveau du service sont assez importants puisque la programmation opératoire se faisait avec le logiciel Opéra. Le dossier d'anesthésie était entièrement informatisé avec Diane. Le dossier du patient aussi au niveau de l'hôpital était informatisé, c'est ce qui nous permettait entre autres de disposer d'étiquettes. Les prescriptions de tout l'hôpital se faisaient sur le logiciel Pharma. Tous les examens de biologie, d'imagerie étaient aussi informatisés. Et tout ce qui concerne la gestion du planning des heures et des heures supplémentaires se faisait aussi via le logiciel AgileTime. Donc une nuit de garde, un samedi soir, l'équipe en poste constate que quelques ordinateurs commencent à ralentir. Donc ils ont d'abord pensé à un bug informatique. Et ce bug informatique a assez rapidement laissé place à quelque chose de bien plus conséquent quand quelques ordinateurs ont commencé à afficher ce message. Et quand les imprimantes se sont mises à imprimer des centaines de pages, en tout cas toutes les réserves qui étaient disponibles, en affichant le même message. Donc là, ils ont rapidement compris que c'était quelque chose de bien plus important. Et les conséquences immédiates qu'il y a pu avoir, c'est que le service informatique a décidé d'arrêter immédiatement tout le système. Donc on se sont retrouvés au bloc sans informatique. Les premières conséquences pour le bloc, c'est qu'un patient était en salle, mais c'était une fin de chirurgie. Donc en soi, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences. En revanche, une urgence digestive était prévue juste après. Elle a dû être reportée parce qu'elle présentait un risque hémorragique. Au niveau de la maternité, les conséquences ont été un petit peu plus importantes puisque il faut bien s'imaginer qu'en un instant, on perd tous les répétiteurs des monitorings et des scopes. Donc la surveillance devient bien plus compliquée. Donc ils ont pris la décision de limiter le nombre de salles de naissance et de transférer un maximum les parturientes vers d'autres établissements. Et de laisser les portes des salles de naissance où des parturientes étaient présentes ouvertes pour que les sages-femmes ou l'IA puissent entendre les alarmes. Il y a eu dans la nuit initialement une perturbation du réseau téléphonique. Les bips sont restés fonctionnels et on a perdu tous nos fax. Donc on a perdu aussi notre communication avec l'EFS. Pour prendre un petit peu plus être un peu plus large et au-delà du bloc, évidemment il y a eu un impact très important pour les urgences qui ont dû fermer pour le reste de la nuit. La réanimation aussi a dû transférer des patients. Le laboratoire a été complètement interrompu pour la nuit et toutes les prescriptions médicales de tous les patients de l'hôpital ont disparu au moment où le système informatique a tout coupé. Donc tout ça, ça a créé quand même une dégradation assez importante du système qu'on avait l'habitude, avec lequel on avait l'habitude de travailler. Et les équipes ont œuvré pour maintenir la qualité des soins, pour que tout ça reste optimal et la sécurité aussi. Donc les conséquences le premier jour, donc là on est dimanche matin, la direction organise une cellule de crise au niveau de l'hôpital et va activer le plan blanc. Nous, au bloc, on s'est réunis autour du chef de service d'anesthésie, donc qui est revenu spécifiquement suite à cette cyberattaque, et on a essayé de faire un espèce d'état des lieux au bloc. Donc, on s'est principalement posé 3 questions. Qu'est-ce qui fonctionne encore? Dans quelle mesure? Et comment on envisage la suite et surtout le début de semaine? Donc une des premières choses qu'on a dû faire, c'est redéployer le papier, donc les dossiers d'anesthésie, les cahiers d'ouverture de salle, les prescriptions, les protocoles.
On a réalisé aussi qu'en perdant Diane, on avait perdu l'intégralité des consultations d'anesthésie qui étaient réalisées pour les chirurgies programmées et à venir. En perdant Opéra, notre logiciel de programmation, on perd aussi toute la programmation opératoire et tout le visuel qu'on pouvait avoir sur le programme à venir. Même si, dans notre malheur, on a eu un peu de chance puisque la cadre IBOD avait pour habitude d'imprimer les programmes pour une quinzaine de jours pour assister au staff. Donc, on avait quand même une trace sur papier. La suite des conséquences et du bilan de ce premier jour, c'est qu'au niveau de la téléphonie, finalement, tout était fonctionnel. Les fax donc, sont tous hors service, donc il y a une procédure dégradée qui va être éditée et transmise dans la journée à l'hôpital. Le laboratoire redémarre, mais avec une restriction qui est importante puisqu'il ne peut pas fonctionner au-delà de 15-20% de sa capacité, donc une limitation certaine des demandes d'examen. L'imagerie fonctionne, mais la seule contrainte, c'est que les images ne pouvaient pas être transmises, donc les médecins devaient descendre à la console pour pouvoir consulter les images. La pharmacie a été aussi fortement impactée, mais avait quand même possibilité de nous délivrer certains médicaments en cas de besoin via des bons d'urgence papier. Et avec la perte du dossier du patient informatisé, on a perdu les étiquettes et tous les comptes rendus ou d'examens antérieurs ou d'hospitalisation antérieure. Donc le bilan de cette première journée, c'est que on s'est attelé à organiser la suite, donc notamment déterminer un programme opératoire pour le lendemain, organiser la répartition du personnel, puisque je vous rappelle qu'on tournait à 10 salles, donc le personnel était prévu pour le lundi en nombre pour 10 salles. Organiser les commandes qui devaient être faites dès le lendemain et un peu plus généralement au niveau de l'hôpital, comment organiser les consultations et comment organiser l'accueil des patients à l'hôpital. Donc là, vous voyez le premier programme qui a été fait en mode papier. Donc on est passé de 10 à 3 salles avec quelque chose de très 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 allégé et une consigne importante, c'est-à-dire respecter, choisir des patients qui avaient des chirurgies entre guillemets simples, qui n'allaient pas nécessiter de consommer beaucoup de fonctions support, donc peu d'examens de laboratoire, peu de risque de rester hospitalisé longtemps. Donc les patients d'ambulatoire étaient vraiment les patients privilégiés. Le début du programme a été retardé pour permettre aux anesthésistes d'aller revoir les patients et de refaire les consultations d'anesthésie. Ça a permis aussi d'organiser une réunion d'information pour informer l'ensemble de l'équipe qui revenait en ce lundi matin. La mise en route le début de journée, en tout cas, après cette cyberattaque, nous a permis de revoir un petit peu notre mode de communication, puisque on avait l'habitude d'avoir un certain nombre d'informations en jetant un coup d'œil sur notre ordinateur, ce qui là n'était plus possible, donc ça a quand même nécessité de passer plusieurs coups de téléphone pour obtenir les mêmes informations. Et évidemment être très attentif à l'identitovigilance, puisque on était obligé de retranscrire à plusieurs reprises l'identité des patients sur les différents supports de traçabilité. La suite des conséquences en ce jour du lundi, c'est refaire les commandes. Donc pour ça, on a réussi à retrouver des listings papier, mais qui étaient quand même assez anciens, pas forcément à jour. Donc les premières commandes ont été assez sympathiques à réaliser. Et malgré tout ça, tout ne s'arrête pas. Nos nouveaux collègues fraîchement diplômés sont arrivés ce jour-là. Donc ils ont pu bénéficier d'un accueil plus qu'atypique. Et on avait aussi des étudiants IAD en stage, donc on les a bien évidemment maintenus en stage et on s'est débrouillé avec tout le monde. Et une autre des priorités de ce J2, c'était de déterminer un programme. Donc à partir de ce jour-là, s'est mis en route une cellule de régulation qui se réunissait tous les jours en fin de matinée, qui regroupait des chirurgiens qui représentaient toutes les spécialités qui interviennent au bloc, et les anesthésistes et les cadres. Et leur objectif, c'était de déterminer le programme du lendemain. On n'avait pas de vision supplémentaire, pas au-delà de 24 heures.
Donc là, on avance un petit peu. 3e jour, la direction donne son accord pour qu'on puisse rouvrir à 6 salles. Donc là, le programme se remplit un petit peu plus, même si les patients d'ambulatoire étaient toujours privilégiés. Les programmes démarrent à l'heure. En revanche, la fin des programmes est avancée, ce qui permet de libérer les médecins anesthésistes pour aller voir les patients suivants, enfin les patients du lendemain, ou en tout cas retrouver les dossiers et tenter d'appeler les patients d'ambulatoire pour refaire la consultation d'anesthésie. Et le personnel IAD a été maintenu en nombre malgré la réduction du nombre de salles. Il y a eu l'IAD de salle de naissance a été renforcée, donc on a été 2 IAD en salle de naissance, et pour le reste, eh bien, on a fait des tâches annexes, donc des péremptions, du ménage, du rangement, tout des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire en temps habituel. Donc là, on prend un petit peu plus on avance un petit peu plus dans le temps. Une des priorités, évidemment, c'est de reconstruire les outils. Et surtout l'outil indispensable pour le bon fonctionnement du bloc, c'est-à-dire l'outil de programmation. Donc le service informatique a réussi à peu près mi-décembre à déployer quelques ordinateurs à l'hôpital. Donc nous, on a réussi à avoir un ordinateur pour tout le bloc qui fonctionnait avec une clé 4G qui donc offrait un accès Internet, mais qui était quand même assez restreint puisque en fonction des heures, on avait plus ou moins de débit. Et pour reconstruire ce programme, c'est d'abord Word qui a été utilisé, puis petit à petit un logiciel, enfin un outil un peu plus performant, Excel, a été utilisé. Et il a fallu travailler en lien avec les chirurgiens, les consultations, les services pour tenter de retrouver différentes informations et en tout cas rassembler et croiser les données pour tenter de retrouver la programmation qui était déjà établie. Nous, pour les IAD, il y a nos répartitions. On est répartis par spécialité et non pas dans chaque salle. Donc, en tout cas, c'était un tableau Excel qui est fait et qui note tous les IAD présentes au jour le jour. Donc, ça a été reconstruit aussi. Et un autre gros morceau, le planning. Enfin, les plannings ont été refaits aussi en format Excel avec un suivi et une traçabilité des heures. Pour ce qui concerne les heures et les heures supplémentaires, au moment de la cyberattaque, on est début décembre et tout le monde a tremblé pendant une dizaine de jours parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir être payé. Tout est à l'arrêt. Donc voilà, ça a été vraiment un gros sujet d'inquiétude pour nous, ce planning et le paiement, juste le paiement de notre salaire. Pour la suite, donc la direction accorde 7 salles début janvier. Et au niveau des fax, on va enfin récupérer des fax fonctionnels mi-janvier, ce qui va nous permettre de simplifier grandement nos communications avec l'EFS. Pour le reste, le laboratoire est resté fortement impacté au moins jusqu'à fin janvier. Donc les biologistes avaient décidé de déployer dans quelques services stratégiques des appareils à gazométrie portables. Donc nous, on a pu avoir une certaine autonomie pour les quelques examens dont on avait besoin. Le renfort en salle de naissance a été maintenu quelque temps. On s'est rendu compte aussi que les formations continues qui avaient été demandées en 2022 pour 2023, certaines données ont été perdues. Donc il a fallu que chacun redonne ses souhaits de formation. Les projets du service, un projet a pu être mis en route début janvier, donc en parallèle de la cyberattaque. Et finalement, on avait un peu plus de temps vu la réduction de l'activité. Donc ça a permis de finalement le mettre en route. Par contre, un autre projet a été repoussé d'1 mois. Et au niveau du biomédical, on s'est rendu compte aussi que avant on avait un tableau qui répertoriait toutes les maintenances préventives, tous les numéros d'appareil avec les maintenances préventives, ce qui nous permettait de les envoyer au biomède. Et là, tout a disparu. Donc heureusement, le biomédical affichait sur les appareils les dates des maintenances. Donc ça a été à nous d'être vigilants en salle et d'envoyer au biomède au besoin les appareils arrivés à échéance. Il y a eu quand même quelques points positifs suite à cette cyberattaque, notamment le fait de libérer, de terminer le programme un peu plus tôt.
le chef de service d'anesthésie avait pris la décision d'organiser par un anesthésiste une petite présentation tous les jours à destination des internes, des IAD et des infirmiers de salle de réveil sur des thématiques en lien avec l'anesthésie. Donc certes, on finissait plus tôt, mais du coup, on avait possibilité d'assister à ces présentations et on pouvait échanger sur différentes thématiques. Et l'autre point positif, c'est que on a eu un déploiement qui s'est fait assez rapidement, même si on n'avait pas d'ordinateur disponible. La direction a déployé de nouvelles adresses mail et chaque personne a eu une adresse mail professionnelle. Donc là, on avance encore un peu plus dans le temps et une première échéance importante, le 27 mars. Le service informatique va enfin remettre en route le Wi-Fi et va remettre en route certains logiciels importants pour le fonctionnement de l'hôpital. Donc nous, les logiciels qui nous ont grandement intéressés, c'est Pharma, donc pour tout ce qui est prescription, et AgileTime pour donc toujours le planning et le suivi des heures. Mi-avril, on ouvre une 8e salle. Et on est content parce qu'on voit enfin des ordinateurs revenir dans le service avec 4 ordinateurs qui ont pu être installés en salle de réveil. Et ce qui a donc permis de refaire les prescriptions post-opératoires sur Pharma. L'autre grosse échéance, c'est le mois de juin. Donc on est quand même 7 mois après l'attaque. Là, la pharmacie va retrouver son logiciel de commande. Donc, on va pouvoir de nouveau refaire les commandes pharmacie sur Internet. Et les PC qui sont dans chaque salle d'opération et attachés aux stations d'anesthésie vont être décontaminés. Donc, ce qui vont les rendre de nouveau utilisables. On va aussi récupérer, et là on a été très content, notre dossier partagé qui était partagé sur le réseau avant, et qui contenait tous nos protocoles, toute notre traçabilité, tous nos documents de travail. Donc on a réussi à tout récupérer. Et fin juin, celui que tout le monde attendait, Opera, le logiciel de programmation, a pu être remis en route. Donc ce qui a permis de retrouver un semblant de fonctionnement avant cyberattaque. En ce qui concerne Diane, donc le dossier d'anesthésie, Diane a été remis en route uniquement pour les consultations d'anesthésie pour le moment. Alors oui, il y a un lien avec la cyberattaque parce que remettre deux logiciels majeurs en route, donc Opera et Diane en même temps, ça aurait été compliqué. Mais il y a aussi une part d'organisationnel propre à nous, puisqu'il y a des travaux actuellement au sein du bloc et que le chef de service a préféré retarder la mise en route de Diane pour ne pas tout mélanger. Et enfin, le après, avec beaucoup plus de hauteur, on se dit que cette cyberattaque va probablement avoir un impact financier qui va être non négligeable, puisque il y a une baisse certaine de l'activité et en parallèle de ça, une augmentation des dépenses. Il y a aussi un phénomène qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une fuite des patients, parce que la cyberattaque, ça a une connotation très négative. Donc, on a eu pas mal de patients qui sont partis se faire opérer sur d'autres établissements, même si la direction s'est attelée à communiquer positivement dès les premiers jours de la cyberattaque. Mais bon, c'est un phénomène qui a eu lieu et qui a encore lieu. Et quand même des points positifs, c'est que certains projets qui étaient prévus ont été mis en route bien plus rapidement et redéployés en même temps que le système informatique était reconstruit, à savoir Hospital Manager qui va remplacer notre logiciel de Alizé qui était le dossier du patient informatisé, et Microsoft 365 qui donne accès donc à chaque personnel à son adresse mail professionnelle et à un drive qui permet de partager et sauvegarder des documents. Ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que donc Diane n'est pas complètement déployée, mais c'est pas que la cyberattaque qui est responsable de ça. Les étiquettes au bloc, c'est toujours un petit peu compliqué et tout le monde sait qu'on aime bien les étiquettes, mais on a quelques difficultés à pouvoir en rééditer à ce moment, encore à l'heure actuelle. Le Biomed a depuis très peu de temps récupéré son logiciel de suivi, donc le tableau qu'on n'avait plus, on va pouvoir enfin le récupérer, donc presque 1 an après la cyberattaque. On a un internet sur les ordinateurs qui est ultra restrictif, donc même quand on veut consulter des pages
à vocation professionnelle, on est parfois bloqué. On a donc maintenant, comme je vous disais, les mails et les sauvegardes de documents qui se font par le net avec le Drive. Et on a aussi nécessité d'avoir des sessions individualisées. Donc avant, on avait des sessions génériques qui restaient ouvertes pendant des heures et n'importe qui pouvait utiliser l'ordinateur. Maintenant, c'est terminé, les ordinateurs se verrouillent. Donc régulièrement, il faut remettre notre mot de passe et évidemment un mot de passe qui est complexe. Les leçons qu'on peut tirer de cette cyberattaque, la première chose, c'est évidemment le papier. Il est important d'avoir une réserve suffisante pour redéployer suffisamment de papier pour quelques jours, puisque les premiers jours, la repro a été complètement saturée et c'était compliqué d'obtenir des documents. Il peut être intéressant aussi de garder une imprimante et un photocopieur non connecté qu'on pourra utiliser dans les premiers instants qui suivent la cyberattaque. Les tableaux blancs, finalement, ça peut servir pour afficher des programmes opératoires. Les relevés d'heures, je ne sais pas si vous avez régulièrement des relevés d'heures fournis par vos cadres, mais en tout cas, nous, c'est ce qui nous a permis de reconstruire le planning et de suivre les heures. Et évidemment, garder un classeur de protocoles avec des aides, tous les protocoles du service, les aides cognitives, et maintenir à jour ce classeur. Ne pas hésiter aussi à faire des sauvegardes sur des supports externes, tels disque dur ou clé USB. Un peu plus spécifiquement, IAD, si demain vous êtes victime d'une cyberattaque dans votre service, donc quelques tuyaux. La première chose, c'est respecter les consignes que le service informatique va vous donner. Donc là, l'équipe qui était de garde le samedi soir a dû faire le tour du service pour débrancher toutes les prises réseau. Donc c'est assez fastidieux. Et surtout ne pas toucher aux ordinateurs. Donc on aura tendance à vouloir éteindre les ordinateurs qui sont allumés, mais c'est plus délétère. Donc vraiment tout laisser comme tel quel. On n'éteint pas, on n'allume pas. Il faut assurer la continuité des soins, donc vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur le monitorage, la ventilation, puisque nous, nos stations étaient reliées au réseau. Du coup, redéployer le papier pour la traçabilité, augmenter la surveillance. Ça, c'est le petit lien avec la salle de naissance et la perte des répétiteurs. N'hésitez pas à évaluer le lien qui vous reste avec l'EFS. Est-ce que vous avez un accès facile à votre banque de sang? Évaluer l'impact sur la téléphonie. Est-ce que les bips sont restés fonctionnels? Si besoin, ne pas hésiter à répertorier les numéros de téléphone des équipes en poste. Alors même si le réseau est toujours un peu capricieux au bloc, mais bon, il nous arrive de capter, donc ça peut être intéressant. Et retrouver papier et crayon et poursuivre l'activité en fonction des capacités du centre et de l'impact de la cyberattaque. Donc, ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que un des premiers sentiments qu'on a été nombreux à ressentir, c'est la sidération. Même si on en parle un petit peu, on s'imagine jamais que ça puisse nous arriver. Et dans les premiers instants qui ont suivi, c'est la prise de conscience de tout ce qu'on avait perdu. Donc suite à ça, il a fallu qu'on fasse face pour maintenir la qualité et la sécurité des soins malgré le mode dégradé. Il a fallu qu'on s'adapte. Il a fallu communiquer de manière différente. Il a fallu être très attentif à l'identitovigilance surtout les premiers jours. Et le bilan de tout ça, c'est que tout prend plus de temps et que la réduction d'activité est vraiment nécessaire. Donc juste avant de finir, je vous ai mis deux références de sites internet si la cybersécurité vous intéresse. Le premier, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Vous trouverez pas mal d'informations intéressantes sur la cybermenace, mais c'est plutôt très large sur la cybermenace en général. Et un peu plus spécifique à nous, l'Agence du numérique en santé, avec un programme qui s'appelle le programme CARE, qui offre aux établissements déjà une réponse en cas d'incident et propose des outils aux directions pour préparer une éventuelle cyberattaque. Qui propose des exercices
Et vous avez aussi sur ce site le témoignage de plusieurs personnes de l'hôpital de Dax qui ont été victimes d'une cyberattaque en 2021. C'est une vidéo qui est assez intéressante. Et le rapport 2022, donc l'Observatoire des incidents de sécurité des systèmes d'information pour les secteurs santé et médico-social, je vous ai mis juste cette diapo qui représente tous les événements marquants qui ont touché des établissements de santé au cours de l'année 2022. Donc juste pour vous dire que oui, ça arrive en fait. Je vous remercie et on attend vos questions.